Bonjour à tous et bienvenue dans 100% SANS pour CENT. Comme la dernière fois, je ne suis pas tout seul autour de la table pour vous proposer cette incroyable émission. À mes côtés, il y a le beau et le grand Jérémy. Coucou. Bonjour Jérémy, comment vas-tu ? Coucou, ça va bien. Et bien sûr David. Bonjour David. Donc pas grand, pas beau, David. Ouais, c'était juste, tu vois, je voulais dénoter un peu. Ok. Et pour nous accompagner, aujourd'hui, notre invité est Mathieu. Bonjour Mathieu, qui n'a pas encore de micro, mais que vous entendrez à la fin. C'est un membre de l'association toulousaine et culturelle, le C4. Et du coup, il nous en parlera à la fin, pendant l'interview. Le menu du jour, c'est David qui va commencer avec sa chronique film de culte, en nous parlant du film Manhunter, pardon. Jérémy nous parlera du groupe Crombe. Pourquoi il y a un H alors ? Ça se dit Crombe, avec D'accord. un point d'exclamation à la C'est comme fin. Chrome, c'est pas Chrome. Quoi ? On vient de commencer, je me fais tailler. Donc Crombe dans sa chronique musique. Ensuite, du coup, tu nous feras écouter un petit extrait de ce groupe. Je reviendrai avec le billet d'humeur. Aujourd'hui, ce sera moi qui en fera un sur le salaire des footballeurs. Et puis on terminera, comme je l'ai dit, avec l'interview de Mathieu. Pour le moment, je donne la parole à David qui va nous parler de son film Manhunter qu'il a choisi aujourd'hui. À toi. Et ouais, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Manhunter de Michael Mann. Donc c'est Manhunter ou c'est également Dragon Rouge ou c'est le sixième sens, pas confondre avec sixième sens, c'est le sixième sens. En fait c'est un film de 86, un des premiers films de Michael Mann. Et moi c'est un film qui me donne la banane et ça vous donnera pas l'impression de nager dans le chocolat en le regardant. Il s'agit de la crème des 80s. Donc Dragon Rouge de Michael Mann, c'est la première adaptation du roman éponyme de Thomas Harris, le créateur du personnage d'Hannibal Lecter. Moi, Michael Mann, je lui mange dans la main. C'est un réalisateur qui a fait son miel d'années et d'années de recherche sur les méthodes d'investigation et de procédures policières sans jamais prendre le melon. Alors qu'il s'attaque à un matériau de qualité comme les romans de Thomas Harris, je me dis qu'il a du pain sur la planche, mais que je sais qu'il n'a pas peur de mettre la main à la pâte. Le livre, et donc le film, suit le parcours de Will Graham, comportementaliste au FBI à la poursuite d'un tueur en série se surnommant le Dragon Rouge, ou la Fée des Dents, ça dépend des personnes qui en parlent, et qui se retrouvera aidé, ou pas, par un autre tueur qui aura réussi à enfermer en manquant de peu de passer à la casserole quelques années auparavant, le grand Hannibal Lecter. Bien que l'affaire soit une création de Thomas Harris, elle s'inspire en partie des rapports et de la personnalité de Robert Ressler, qui gagnait sa croûte en tant que profiler pour le FBI et qui aura participé entre autres à l'arrestation du cannibale Jeffrey Dahmer. De son côté, le casting ne manque pas de piquant. D'abord le grand William Peterson, qui aura eu une carrière avant les experts en enchaînant 2 plats de résistance en 2 ans. Le police fédéral Los Angeles de William Friedkin, une très bonne, un très bon film, une vraie tuerie, et donc ce Manhunter de Michael Mann. Ensuite, on a Dennis Farina. Le nom, ça vous dit peut-être rien, mais il aura su se faire une place en tant que second couteau dans un paquet de productions depuis les 80s. Il aura été découvert par Michael Mann en 80 quand il faisait partie de la police de Chicago, avant de changer de crèmerie pour se tourner vers le monde du cinéma. Et on retrouve cette grande courge de Tom Noonan dans le rôle de Francis Dollarhide. Si, vous le connaissez, c'est le grand bizarre dans plein de films. Et Brian Cox dans le rôle du grand Hannibal, qui nous sert une partition certes bien pâle comparée à celle de Hopkins, mais bon, on va pas en faire tout un fromage. Ensuite, Mann prend le parti de modifier quelques parties du livre original, et il ira pas avec le dos de la cuillère. Plus d'énormes tatouages pour le bad guy, plus de pathos bête comme chou qui tombe comme un cheveu sur la soupe, ici c'est entrée, plat, dessert. Il envoie la sauce, c'est brut de pommes, bref, pas de chichi, ou presque. Car Michael Mann reste Michael Mann. On n'échappera pas au ralenti ultra stylisé, à l'histoire d'amour un petit peu enfantine, et Mann traînait encore à l'époque quelques casseroles de son expérience télévisuelle en usant et abusant jusqu'à la moelle des effets de zoom et de dézoom. Mais bon, on va pas cracher dans la soupe, parce que même un Michael Mann plein de défauts reste bien supérieur au tout venant de l'époque. Et cerise sur le gâteau, les fans d'ambient et de pop trouveront leur bonheur dans une soundtrack qui envoie le pâté. Ce Dragon Rouge pour moi est recommandé autour d'un bon repas composé de foie, de fèves au beurre et d'un excellent Chianti. Merci beaucoup David. Je voulais te demander parce que du coup moi quand je tapais Manhunter sur internet pour un peu m'informer, je tombais toujours sur le sixième sens. Au début t'en as parlé un peu, c'est quoi la différence ? Alors en fait, à la base Manhunter ça devait s'appeler, donc Manhunter c'est le titre américain mais ça devait s'appeler Dragon Rouge. Mais parce l'année d'avant... Dragon Rouge c'est ce qui se passe avant Hannibal, c'est donc ça ? En fait Dragon Rouge c'est le premier livre de Thomas Harris. Ouais, et ils sont un petit peu ramassés avec juste l'année d'avant, l'année du Dragon, le film de Michael Cimino avec Mickey Rourke, qui était un très bon film mais qui s'était vraiment ramassé au box-office et voulait éviter de faire un peu un rappel de ça, Dino De Laurentiis qui avait produit les 2 films, donc il a essayé de trouver un autre titre. Et en France ça a été traduit sous le titre Le Sixième Sens, mais vu qu'à la fin des années 90 t'as Sixième Sens de Shyamalan qui est sorti, c'est encore un peu plus confus. Donc moi je sais pas trop comment l'appeler, je dis le Dragon Rouge de Michael Mann, comme ça c'est plus simple. D'accord. Merci Voilà. pour cette précision. Et puis maintenant c'est à toi Jérémy, tu vas nous parler de Crombe avec un point d'exclamation. Je te laisse la parole. Avec un point d'exclamation. Et Schrombe. Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit groupe bien de chez nous. Ils sont 4 garçons, ils sont lyonnais et ils se définissent comme, attention, je cite, un quatuor de musique de chambre capitonné à destination des adultes émotifs et des enfants sauvages, avec une prise au bout pour le brancher à l'électricité. Attention, mesdames et messieurs, je vous présente Crombe.
Alors, nombreux d'entre vous se demandent sûrement comment s'écrit ce nom étrange. C-H-R-O-M-B en majuscule, j'insiste. Normalement, à la fin, on met un point d'exclamation, mais c'est en option. Alors, Kromb, qu'est-ce qu'il joue ? Kromb, il joue du post-jazz, il joue du post-rock, il joue du jazz électro-progressif expérimental, il joue du rock sans guitare. Du rock sans guitare, oui, ça existe. Enfin voilà, ils font un paquet de trucs différents et c'est ce qui fait tout le charme de leur son. On est à la croisée de trucs comme John Zorn, King Crimson ou Magma, avec une touche électronique contemporaine qui défouraille bien. Kromb, c'est le genre de groupe qui, dans le même morceau, peut faire un passage dont la douceur et la chaleur intimiste des notes t'emmènent dans les rêves les plus délicieux, et un autre passage où la puissance des basses et les hurlements de saxophone décollent le papier peint. France Inter le dit d'ailleurs, entre guillemets, c'est du jazz, quand même, un peu, mais en même temps c'est pas tout à fait du jazz. Le premier album de Kromb, sorti en 2012 et sobrement intitulé Kromb 1, est un pur bijou de post-jazz qui fera rapidement parler de lui. Sur scène, ils ont tourné un peu partout, en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en assurant notamment les premières parties de Magma. Suivront 2 albums, Kromb 2 sorti en 2014 et 1000, le tout dernier sorti en octobre 2016. Kromb, c'est ça. C'est pas de la soupe du top 50. Ça ressemble pas à grand chose que t'aies déjà entendu, mais putain, ça vibre dans les couilles. Les mecs t'entraînent dans leur délire personnel débordant d'imagination. Ils ont aucun complexe à casser les frontières entre jazz, rock, électro, expérimental. Par moments, ils jouent à 300 à l'heure à un truc incompréhensible. À d'autres, on est dans le spleen minimaliste rêveur. Et c'est ça que je trouve fascinant chez Kromb. Ils sont complètement en marge et ne veulent ressembler à personne. Ça se sent d'ailleurs dès le premier regard au titre de leur morceau. Tu es ma pause déjeuner, c'est ce qu'on est en train d'écouter en fond. Ils dansaient la chance, ou encore, accrochez-vous, au milieu des décombres fumantes, un bâton planté dans le sol qui semblait vouloir dire pourquoi. Voilà, ça c'est un titre d'une chanson de Kromb. Ces mecs-là, ils veulent te faire vivre l'expérience qui est la leur. Ils symbolisent à eux seuls le rôle de l'art, des tartes dans la gueule, mon gars. Parce que écouter Kromb, c'est un peu comme être sujet d'une expérience un peu loufoque entre les mains d'un savant fou. Tu comprends pas trop, mais c'est génial. Kromb, c'est un peu le truc qu'on rêve tous d'être inconsciemment. Un truc intemporel, indépendant de toute règle, un peu comme un fantasme. En parlant de fantasme, et pour continuer dans les titres étranges, on s'écoute tout de suite « Il l'a fait avec sa sœur ». On va voir si ça vibre dans nos couilles, merci.
Bonjour sur Campus FM Toulouse, vous êtes toujours dans 100% SNS pour CENT. Merci pour cette petite découverte musicale, Jérémy. On le rappelle. Mais de rien. Crombe, il l'a fait avec sa sœur. En majuscule avec un point d'exclamation à la fin, c'est D'accord, important. c'est important. Voilà. Il l'a fait avec sa sœur. Je sais pas combien d'auditeurs ont dû changer de caleçon, mais moi ça va. Bon, maintenant c'est le moment du billet d'humeur justement. Et aujourd'hui ce sera moi, là, après la dernière fois où David nous avait parlé des jeux vidéo. Moi je vais vous parler football. Grand Alors, sujet. ouais, vaste sujet. Alors moi je voulais vous la faire dans le style enquête d'investigation. Parce que quitte à parler d'un sujet maintes et maintes fois recyclé, autant copier les meilleurs. Il est 20h50 ce mardi 15 novembre quand Simon se précipite devant sa télévision s'apprêtant à réaliser un de ses plaisirs coupables, regarder un match de football. Sur la table basse du salon, tout est réuni pour passer une bonne soirée, pizza, chips et même quelques bières, le cocktail explosif. Mais alors que Simon regarde paisiblement son match, son colocataire s'installe près de lui et là, ralenti noir et blanc, c'est le drame. Ce dernier sort la phrase que notre footballeur sur canapé ne voulait pas entendre. Des mecs payés des millions pour taper dans un ballon. Alors, Amen. on arrête la musique, on arrête tout. Je redeviens sérieux 2 minutes parce qu'il faut qu'on se pose et qu'on discute. Parce que oui, cette phrase, je l'entends à chacun, et je dis bien chacun des matchs de foot que je regarde, et je regarde beaucoup, et je n'en peux plus. Oui, c'est vrai, les joueurs de foot sont payés très cher, mais la question à se poser est pourquoi ? Pour taper dans un ballon, oui, c'est vrai. Mais j'ai envie de dire que chaque sport peut être vu de façon aussi simplifiée. Le basketteur, il s'excite sur un parquet, le nageur, il est payé pour gesticuler dans l'eau, et puis le coureur de fond, lui, il se fait payer pour tourner en rond. Ouais, mais il gagne pas autant. Alors oui, c'est vrai, encore une fois. Mais alors revenons sur ce fameux pourquoi. Eh bien, je vous répondrai parce que capitalisme, tout simplement. On vit dans un monde basé sur le profit calculé par la valeur attribuée à chaque chose. Le football aujourd'hui est aujourd'hui le sport qui rapporte le plus de profit. Vente de t-shirts, place de stade, droit télé, etc. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de dire il est populaire. Alors, est-ce que c'est une vraie justification ? C'est la mienne en tout cas. J'inventerai juste l'hypothèse que il est plus accessible, pardon. C'est vrai qu'un ballon que l'on doit faire rentrer dans un but bien souvent remplacé par 2 pulls placés sur le sol, c'est plus facile à obtenir qu'une piscine ou qu'un panier de basket. Alors oui, les footballeurs gagnent beaucoup car ils font gagner beaucoup également. Peut-être faudra-t-il d'ailleurs éviter les comparaisons douteuses entre sports, n'en déplaise à M6 qui ne s'est pourtant pas gêné dans son journal du soir du 16 décembre 2016 en nous expliquant les salaires des footballeurs de la Ligue 1. Trash ! Et qui balançait en toute impunité les salaires faramineux des joueurs du PSG dans la face de la ménagère déconcertée qui, devant son poste de télévision, se demandait sûrement pourquoi elle ne se tapait qu'un SMIC pour un 35 heures qui en méritait sûrement plus. Mais c'est justement ça, si on était payé au mérite ça serait. C'est peut-être horrible, injuste, déplorable, mais c'est ça dans notre société actuelle. On obtient un salaire par rapport au profit que l'on est capable de faire gagner aux personnes au-dessus. Attention, je ne normalise pas ce système pour autant, on peut ne pas être d'accord avec tout ça, mais à ce moment-là, il faut arrêter de pointer seulement certains acteurs de ce système, comme les footballeurs, afin de les donner responsables de tous nos malheurs. Si vous voulez déverser votre amertume, regardez peut-être plus haut, regardez peut-être le système et remettez-le en cause lui. Parce que ce qui me gêne, c'est l'hypocrisie des gens qui font cette remarque devant leur poste de télévision. Combien d'entre eux restent passifs, acceptent et nourrissent même ce système au quotidien ? Combien d'entre eux refuseraient par exemple une augmentation si on leur proposait, tout en s'empressant de critiquer ce système indirectement en pointant du doigt les footballeurs qui ne font au final que profiter de tout ça. Commençons donc à se poser les bonnes questions et arrêtons de tomber dans la critique facile et surtout arbitraire. Alors voilà, ça c'était ma chronique, alors ça fait beaucoup d'un coup peut-être. Je voulais avoir vos réactions les gars, parce que du coup... attends, je sais pas, tu l'as pas vu ? Je le cherche depuis tout à l'heure mais je trouve pas mon violon en fait. Ah t'as vu ? Ouais. J'étais un peu énervé. Peut-être que... Mais justement, non, c'est important de préciser que vous aviez pas lu ma chronique avant, donc je vous prends un peu à froid comme ça, vos réactions. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, encore moins David, je pense que Jérémy je vois un peu, David je sais pas du tout ce que t'en penses, toi qui t'intéresses pas forcément plus au foot. Bah... Je me place plus du côté de la ménagère, on va dire. Ou du coup, ouais, non, je comprends pas. Et tu peux le justifier autant de fois que tu veux et de toutes les manières que tu veux. Mais pour moi, une bande de mecs qui courent à travers un ballon, ça mérite pas de gagner des millions. Qu'ils soient doués, qu'ils soient pas doués. Enfin, je veux dire, c'est doué par rapport à quoi ? Effectivement, c'est par rapport aux gens qui les regardent. Mais on m'enlèvera pas de la tête qu'ils sont trop payés par rapport à ce qu'ils font. Et quand on voit des trucs comme dans la Coupe du Monde il y a 8 ans où il y avait des mecs qui se permettaient, donc qui sont sélectionnés, qui représentent leur pays, qui se permettent de faire la grève parce que je sais pas, les transports leur allaient pas ou ils étaient pas payés assez ou je sais plus ce qui s'était passé. Tu prends un exemple arbitraire, mais c'est pas un exemple arbitraire. Je parle de l'exemple de je parle de l'exemple de la Coupe du Monde, je parle d'un truc qui a représenté la France entière. Ouais, mais du coup, tu peux dire ça pas que des footballeurs alors. Il n'y a pas que eux qui sont payés pour des choses peut-être qu'ils méritent pas. Quand je vois des mecs qui font, je sais pas, qui gagnent ça. Ouais, bah alors après, si on se lance pas dans la politique, mais si on reste dans le domaine du sport, j'ai vu des mecs, il y a des mecs qui se sont chiés dessus en train de faire des 20 km aux Jeux Olympiques et qui se sont pas arrêtés. Et ces mecs-là, on en a parlé pendant 2 minutes et on leur donne pas de ballon d'or ou de récompense quelconque, quoi. Et ça, moi, je trouve pas ça. Attends, le ballon d'or ou les récompenses quelconques,
ça n'a pas complètement à voir avec le salaire. Enfin, je veux dire, Oui, non, mais je veux dire, je parle de la reconnaissance et je parle de tout ce qu'il va y avoir autour, salaire y compris. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ces mecs-là, c'est pas les plus à plaindre. Donc, si on veut faire un sujet sur les. Mais ils se plaignent pas, justement. Mais ils se plaignent pas. Oh, bah, quand ils font la grève, ils se plaignent. Non, hein. mais Ils se plaignent pas de leur salaire. Tu prends un exemple hyper arbitraire et qui est de l'équipe de France. Pour ceux qui savent pas, Naïsna, c'était quoi la Coupe du Monde 2010 Où les footballeurs, mais je te le dis, puisque justement, je suis au courant. Mais là, c'est un exemple hyper ponctuel d'une équipe. Mais moi, je te parle en général. Peut-être que, ou alors, si tu veux critique pas les footballeurs, mais le système du football alors. Non, je critique les footballeurs. Les personnes, vraiment les personnes. Plutôt clairement, je critique les footballeurs. C'est parce que c'est les footballeurs qui ont décidé de se mettre en grève. Non, mais là, le sujet, c'est pas la grève de Naïsna. Le sujet, c'est les footballeurs et leur salaire. C'est de dire les footballeurs sont trop payés par rapport à ce qu'ils font. Bah oui. Non, mais c'est ça que je veux dire, Oui. c'est que du coup tu peux justifier autant de fois que tu veux, ça change pas l'état de fait que les footballeurs sont trop payés, donc t'as le droit de t'en plaindre. Après, tu peux pas dire que c'est de la faute des footballeurs, forcément. Si on te dit tu cours derrière un ballon pendant 1h30, on va te donner plein d'argent. Enfin, si je savais courir, je le ferais. Si je savais taper derrière un ballon aussi. Mais les footballeurs, ils font que profiter. Faut se rendre compte aussi que, je suis pas spécialiste, mais le monde du foot est un milieu, je pense, très difficile, très compétitif. Et je pense que ça s'explique aussi en disant que les 0,1% qui réussissent, qui en sont là où ils sont, c'est aussi normal qu'ils soient payés beaucoup, pas au point où ils le sont, et on a raison de le contester, mais comme dans tout secteur économique au final. Oui, Parce qu'on oublie souvent, ce que tu me dis, Jérémy, c'est que t'es bien d'accord pour me dire qu'ils sont trop payés. De manière générale, oui. Merci, bonsoir. Mais de manière générale, oui, mais il faut bien comprendre que les joueurs de foot, ils travaillent pour des clubs qui sont des entreprises, ils rapportent de l'argent. Enfin, je veux dire, tout est financiarisé, donc si tu veux, quelque part, c'est normal, non ? Ah ouais, c'est juste en fait critiquer un maillon de la chaîne et surtout le dernier, alors qu'il faudrait peut-être critiquer les maillons plus hauts alors. Le problème, c'est que les maillons les plus hauts, c'est ceux qui sont dans l'ombre et c'est pas ceux qu'on voit. Donc toi, en tant que spectateur, quand tu connais pas le sport, c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de s'intéresser à ce qu'on ne voit pas. Réveillez-vous. Voilà. Enfin bref, c'est parce que les footballeurs, ils sont beaucoup payés parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le foot de manière générale. Enfin, je veux dire, la FIFA, c'est un truc qui brasse des milliards de. Aussi, parce que tout à l'heure, Jérémy, il disait qu'il y avait une valeur à apporter à chaque chose. Faut aussi se mettre dans la tête que c'est des mecs qui sont, ils ont commencé, ils avaient 12 ans, tu vois, ils ont vraiment, ils sont pas arrivés sur un terrain de foot en tapant dans un ballon. Ils sont battus pour en arriver là où ils sont, c'est ça que je veux dire. Ce qui m'énerve, c'est cette vision hyper réductrice du footballeur et qu'on peut attribuer justement, comme je l'ai dit, à chaque sport. Tu vois, c'est débile de dire il tape juste dans un ballon. C'est le sport en général. Le sport, tu peux dire ça à n'importe qui. Un nageur, il s'excite dans l'eau si tu veux. Tu vois, c'est un peu débile. Enfin, on peut vraiment minimiser chaque sport très facilement. Mais le problème avec le football, c'est que ça a tellement pignon sur rue et c'est tellement quelque chose de prévalent dans la société actuelle pour des raisons, pour des questions qu'on peut se poser la question du pourquoi. Mais voilà, c'est les premiers sur lesquels on va taper parce que c'est ceux qui sont les plus représentatifs de ce qui se passe actuellement dans la société. C'est populaire, c'est tout. Oui, voilà, ouais. Mais c'est pas un mal. Enfin, je veux dire, c'est le sport le plus populaire et c'est comme ça. Enfin, mais quand tu vois des milliers de personnes. Si ça avait été un autre sport, ça aurait été l'autre sport. Si c'était le rugby, ça aurait été le rugby. C'est juste que ça marche moins bien, c'est tout. La dernière Coupe du Monde, elle avait lieu où ? Au Brésil, il y a combien de morts pendant les constructions du stade qu'ils ont fait à la va-vite pour qu'il y ait suffisamment de monde. Vous trouvez ça normal ? Là on sort, là les footballeurs sont pas responsables. Là on sort un peu du débat. Là c'est de la politique. Voilà, mais je veux dire, c'est ça. Mais après c'est. Parce qu'après si tu prends ça, tu peux prendre les Jeux Olympiques, ça n'a rien à voir avec les footballeurs. Il y a eu plein de morts en Russie. Ouais, c'est pas faux. Enfin bref, on va arrêter parce que sinon ça va commencer à devenir trop long. De la Syrie, c'est pareil. Non mais j'aime bien le mec qui veut arrêter parce qu'il y a un point où j'avais rien à redire et il dit bon allez, on s'arrête là. C'est surtout que c'est couper son micro immédiatement. On pourrait couper le micro de David s'il vous plaît. Non mais je préfère arrêter parce que sinon ça va être vraiment trop long. Je sais qu'on peut parler pendant très très longtemps. On aura ce sujet juste après. Maintenant on va passer le micro justement à notre invité Mathieu. Juste avant, moi je vous inviterai quand même à réagir sur la page Facebook de l'émission qui dispose déjà de 106 fans. Je tiens à dire que bon pour une émission qui n'a pas encore été diffusée, c'est franchement pas mal. Ouais, c'est vraiment bien. Mais voilà, n'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à nous donner des idées pour les prochaines éditions également. D'ailleurs, on est là pour vous. J'en profite maintenant que j'y pense. On vous mettra bien sûr tous les contacts de Mathieu. Bonjour Mathieu d'ailleurs qui vient d'avoir un micro. On vous mettra tous les contacts de son association, de tout ce dont il va parler maintenant sur cette fameuse page. Facebook, je vous le rappelle, sécurité sociale. C'est important à préciser, c'est 100% SANS pour CENT. Ce n'est pas 100% le pourcentage, parce que sinon vous n'allez jamais nous trouver. Alors, bonjour Mathieu. Cette fois je peux te parler, donc c'est très bien. Je vais juste te présenter du coup. Tu es donc acteur à part entière de l'association toulousaine C4, créée en 2016. C4, ça signifie collectif court-circuit culturel. Avant de développer justement sur ce collectif, il faut parler de sa grande sœur, de vos racines. Ce collectif, il découle d'un effet d'une association qui s'appelle Sosigno, qui a été créée, elle, en 2009. Donc, si je calcule bien,
Ça fait quoi? Ça fait 5 ans plus tôt parce que C4 ça a été créé en... Est-ce que tu t'en souviens? 2016. 2016. Ouais, bah, je fais le calcul, 7 ans. C'est La ça. mission que s'est donnée Sosigno, c'est de mettre en place des actions de cohésion sociale par les arts. Elle est située dans le quartier prioritaire à Négrenay, dans Toulouse. Négrenays, avec un S à la fin. Ils mettent en place des goûters, des activités culturelles afin de renforcer la cohésion sociale entre les habitants. Est-ce que j'ai bien résumé? Parfaitement. Super. Très impressionnant. Il a bossé pendant 2 semaines. Ah ouais. Ça se voit, ça se Putain, voit. j'ai épluché. Et donc, tu participes aussi aux actions de Sosigno, du coup, tu fais pas partie que de ces 4. Tout à fait. En fait, je suis salarié de l'association Sosigno Mhm. et le collectif Court-Circuit Culturel dépend de l'asso. D'accord, donc ouais, c'est bien sa grande sœur. Il n'y a pas de barrière entre les deux collectifs, c'est ça que je voulais savoir. Non, en fait, c'est plutôt certaines activités qui sont propres à l'un ou l'autre, mais c'est un même groupe de personnes qui gèrent les deux. D'accord. Et donc de cette association Sosigno qui s'écrit S-O-Z-I-H-N-O. Ça fait vraiment nom de footballeur. Hein. Ouais, footballeur argentin. N-H-O. NHO. Ah pardon, oui, j'ai mis le H avant. N-H-O. De cette association est donc née sa petite sœur C4. Si j'ai bien compris, à cette C4, il y a 2 grands axes. Vous mettez à disposition des locaux. Entre autres, ouais. Ouais, 38 rue des Anges, toujours dans le quartier de Négrenays. C'est ça. Et pas que, puisque vous mettez du coup dans ces locaux du matériel à disposition. Il y a quoi dans ce matériel? Il y a du matériel vidéo, donc c'est tout ce qui peut être nécessaire pour un tournage. C'est un kit de caméra, c'est des lumières. Et du matériel plutôt son, donc c'est des micros, c'est des tables de mix, des choses comme ça. D'accord, et sur place du coup ouais, vous avez tout ce qui est PC, les On Mac. a PC, Mac, avec logiciel de montage vidéo, toute la suite Adobe. Ok, et donc ça c'est pour l'adhésion, c'est 30 € par an, C'est ça. donc c'est rien du tout. C'est ouvert, du coup c'est ouvert quand ça marche comment? Faut vous contacter après? Il faut nous contacter en fait, potentiellement les locaux sont disponibles de 9h à 23h. Mais on n'est pas sur place de 9h à 23h, donc il faut réserver. D'accord. Pareil pour le matériel. D'accord. Et je voulais te demander, du coup tu réserves tout le temps, faut à chaque fois t'envoyer un message, après tu viens, etc. C'est ça qu'il m'a dit. C'est ça. D'accord. Et le deuxième axe de cette fameuse association C4, c'est développer des idées pour faciliter la création et la diffusion de projets culturels et artistiques à l'échelle locale, donc autour de Toulouse, ce qui n'est pas toujours facile dans la conjoncture actuelle. Dans ce sens, vous avez d'ailleurs bossé sur un site internet pendant plus d'1 an, et vous n'avez pas fait semblant pour le lancement de ce site, puisque vous avez fait tout un événement au musée des Augustins à Toulouse. Il y avait un grand jeu, Pauline, qu'on a reçu dans la dernière mission, il jouait de la harpe, il y avait des danseurs, il y avait même de la bouffe. Alors ça a bien fonctionné cet événement? C'était bon d'ailleurs. Il y avait 950 personnes au rendez-vous en 4 heures, ouais. donc c'était une excellente réussite. Votre prévision était de combien? Je crois que vous aviez un peu explosé les scores là déjà. On était plutôt une prévision autour de 300-400 personnes. Ouais, donc un très vous très avez gros plus que succès dans doublé, un superbe lieu en plus. Ouais, le musée des Augustins c'est vraiment super. Pour y être allé, c'était vraiment très très bien. Du coup, combien d'entrées tu viens de me répondre? Vous savez du coup le nombre d'adhérents qu'il y a sur votre site? Sur le site, on est à plus de 3000 personnes connectées. Ah oui, quand même, ça fonctionne plutôt bien. Et donc vas-y, explique-nous le principe de ce site justement. En fait, le site fonctionne sur une grosse base de données qu'on a conçue en une année entière. Donc on a référencé tous les acteurs culturels qui sont dans le département d'Haute-Garonne. Toutes ces personnes, on a cherché le plus d'informations possible, on a contacté le plus possible et on leur a proposé en fait directement un compte sur le site qu'on avait déjà créé avec leurs informations. Et donc s'ils le souhaitaient, ils avaient ce compte auquel ils ont accès. Ils peuvent mettre les informations en détail de leur structure culturelle. Et ensuite, on a des systèmes qui s'ajoutent sur le site, en fait. C'est-à-dire qu'on a un système de petites annonces auxquelles ils ont accès. Petit scoop, d'ici quelques semaines, il y aura un agenda à part entière aussi. D'accord. Donc, ils pourront créer leur événement dessus. Ok, donc ça fonctionne, c'est un peu comme une page où... C'est du référencement en fait ouais. de toutes les associations. C'est une centralisation de toutes les associations. C'est du référencement, sachant qu'ils ont leur propre profil qu'ils peuvent mettre à jour en permanence et modifier. Donc c'est une sorte de réseau social pour les associations culturelles, quoi. Un peu, oui. C'est ça, c'est super. Complètement, c'est complètement ça. Et donc du coup, n'importe qui peut aller s'inscrire dessus et proposer ses services, etc. C'est ça. On peut être guitariste dans sa chambre et souhaiter devenir célèbre du jour au lendemain, donc chercher un batteur ou quoi que ce soit. D'accord. On s'inscrit, on crée son compte, on met une annonce parce qu'on recherche tel mec, et c'est parti. D'accord. Du coup, on n'a même pas dit, mais le nom du site, c'est Réseau Culture, quand même. Réseau-culture.com. Tout à fait, très bien. La suite aussi pour les événements, du coup, est-ce que vous avez des événements à venir? C'est quoi l'actualité du C4? Tout à fait. C'est très bientôt, puisque c'est 10, 11, 12 mars à Balma, dans la salle polyvalente de Balma. Et donc, c'est week-end complet d'événementiel qui va reprendre un peu un thème qui était commun à la soirée qu'on a fait au musée des Augustins, qui est le multiculturel, multi-artistique, avec beaucoup de participatifs pour le public. Toujours un jeu organisé un peu comme au musée des Augustins. Donc c'est un grand jeu à travers la salle qui est gigantesque, puis tout le tour de la salle. C'est des standards, c'est une brocante culturelle. D'accord, ouais. C'est du spectacle, c'est vraiment un peu de tout. C'est le 10, 11
10, 11, 12 mars. 10, 11, 12 mars pour si vous voulez aller voir une brocante culturelle comme il l'a dit. Donc brocante culturelle, on pourra acheter des instruments d'occasion, des caméras, des trucs comme ça quoi. Ouais, vous pouvez venir sur place, prendre un petit emplacement et vendre les CD, les livres qui traînent chez vous. Il y aura de la bouffe encore ou pas? Ah mais c'est super. Il y aura à manger. Ça c'est le footballeur qui parle, tu sais. À manger et à boire localement. Ok, c'est terrible. Donc je rappelle les contacts: Sozinho, S-O-Z-I-N-H-O, c'est là C'est le ça. H. Sur Facebook Sozinho, le C4, c4.diffusion@gmail.com du coup. Et réseau. Ouais, Oui, c'est ça. Et donc, du coup- réseau-culture qui est réseau-culture sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram depuis peu. Question Ok, question arrobase importante, réseau-culture. question importante. Tiré du 6 ou tiré du 9? Tiré du 6. C'est lequel? C'est le petit, celui du haut ou celui du bas? C'est celui C'est au le bon milieu. vieux tiré du milieu. Le tiré du milieu, À les copains. l'ancienne, comme sur ton adresse Trait d'union. MSN. Tu te souviens? Bon, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions, Mathieu. Bah de rien, merci de nous avoir invités. Bah, y a pas de souci. Merci aux deux garçons, David et Jérémy, de m'avoir accompagné durant toute cette émission, d'avoir bien réagi au débat, etc. Je vous dis à lundi prochain, 13h toujours. C'était 100%. À plus. Et on va se laisser avec le dernier Mac Miller Soulmate. Tout à fait. Merci David. Salut. You feel like you're alone with you have a soulmate. Somebody who challenges you. I'm talking about someone who opens up things for you, touches your soul. You can't get back to them, no. You'll never have that kind of relationship in a world where you're always afraid to take the first step because all you see is every negative thing 10 miles down the road. You can do anything you want. You are bound by nothing. Yeah, are you my soulmate, my angel? What do you want with me? Too high, slow pace, my eyes closed, your body all I see. Nothing you're too divine for my human mind. When I'm with you, what do you do? Bring me to life. No matter what, one day everyone dies. You think you a guy till you run out of time. Yeah, say when you're gone, what will you leave behind? Yeah, do I belong sometime soon? There goes my mind. You're the one to show me divine love. Where was you when I was lonely? My divine love. When the stereo plays our song, sounds so blue. Baby, where'd you go? What's so wrong? I'm right here. Yeah, why do you stay on my case? I try to make you feel okay. Do you know I'm in pain? I give you close, you misconstrued, you continue to push me far away. Why don't you call my name? It's like you forgot my face. I just want to taste of everything you made of. We ain't Nothing. cut the strings of my balloon. Watch me fly. Yeah, till when are you coming through to free my mind? Are you happy with your life? Can I come and satisfy? Open up, let me inside. When you take off all your clothes, I'm under your control. Rolling up, you get me high. You're the one to show me divine love. Where was you when I was lonely? My divine love. When the stereo plays our
song sounds so clear.